Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux internautes qui nous suivent en ligne, bien sûr. Voilà donc une nouvelle journée d'études consacrée aux emprises foncières. Donc, dans la lignée de journées d'études qui se tiennent traditionnellement au début du printemps, nous envisageons cette année de nous intéresser au sort de ces grandes emprises foncières, à la recherche de leur destin qui émaille le territoire national. La situation de déshérence qui frappe nombre d'entre elles pose la question de leur transmission aux générations futures et celle des relations renouvelées entre les générations, entre le patrimoine bâti et paysager. À l'aide d'une présentation de cas d'espèces renvoyant à des situations données et contrastées, on se propose de s'interroger sur les conditions de leur, excusez-moi, sur les conditions de leur réappropriation et des usages contemporains, à la fois dynamiques et respectueux de leurs valeurs patrimoniales. Emblématique d'une stratégie d'une reconquête d'un ensemble immobilier en déshérence, l'inauguration très médiatisée de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts attise les regards autant qu'elle stimule la réflexion. Si la sélection de ce bâtiment parmi d'autres relève d'un arbitraire relatif, d'un choix politique et d'une faisabilité liée à un concours favorable de circonstances, le degré de cohérence entre le programme imaginé et le cadre qui devait le recevoir mérite d'être évalué. Souvent envisagée, l'inscription d'un programme à caractère culturel dans ce type de bâtiment n'est pas une solution dont on puisse nécessairement se réjouir qu'elle se généralise. Dans les hauts de la ville de Vevey, le domaine d'Hauteville, euh, le domaine d'Hauteville, la restauration de son château et de son parc et de son environnement offre un témoignage éclatant d'un type de mise en valeur qui renoue avec des époques où l'abondance des biens disponibles sur le marché et la pénurie des locaux prêchaient en faveur d'une réutilisation maximale des édifices et sites inoccupés. L'ancienne demeure de plaisance demeurée pendant plusieurs siècles dans la même famille vient d'être rachetée par une université américaine, l'université Pepperdine de Malibu, qui vient d'y installer un campus à l'intention de ses étudiants désireux de découvrir la vieille Europe. Si ces cas d'espèce occupent une place particulièrement élevée dans la hiérarchie des édifices à caractère patrimonial et des budgets qui leur ont été, dans l'un et l'autre des deux cas, affectés, on se propose, à la faveur de cette journée d'études, d'attirer l'attention sur des ensembles moins en vue, affectés à des programmes également plus modestes. La manière dont ces réappropriations bousculent les relations d'usage et de représentation entre le bâtiment principal et les communs et les jardins sera particulièrement étudiée. Château disparu, propriété morcelée, emprise diminuée, la dimension domaniale reste pourtant un motif stimulant et souvent même crucial pour la construction de nouveaux projets, incluant la réinvention des liens fonctionnels mais aussi visuels entre entre ces éléments et les anciennes emprises foncières. Ah oui. Alors, Alors, nous avons de l'intendance. Je nous propose que tu avons t'arrêtes un instant pour que le monsieur puisse installer la table tranquillement. Voilà. Et que nous ne perdions pas ce que tu veux nous dire. Merci, monsieur. Pardon, on vous donne des contraintes supplémentaires. Il parle oui, bien fort. oui, oui. Bon, alors, bon, le cadre est planté. On va donc parler de ces emprises foncières. Avec Stéphanie, on a réfléchi évidemment sur le choix, la sélection des cas de figure. Et donc, on s'est interrogé. Au départ, c'était emprise religieuse, et puis ensuite, elles sont devenues nobiliaires. Donc, en fait, on va parler de château. Ça va être, oui, finalement, bah voilà, c'est comme ça, c'est l'esprit de Versailles peut-être. Donc, on va parler de château. Et donc, on va commencer par le château d'Hauteville, avec ici Nicolas Delachaux, que j'aurai le plaisir de présenter. On va parler du château de Villers-Cotterêts, c'est bien sûr. On va parler aussi d'un château en Suisse, parce qu'il se trouve que je suis binational, certains le savent. Et donc, évidemment, j'ai toujours les yeux tournés du côté du lac Léman. Et donc, château d'Hauteville domine à Vevey le lac, c'est magnifique, avec une vue magnifique sur les Alpes. Et puis, un autre château qui est à côté de chez moi, c'est le château de Prangin, faisait la même ma commune, le château de Prangin, où ici est présente Hélène Bierry-Thompson, qui est la directrice de ce château et qui nous racontera ce qui s'est passé. C'est une peau de chagrin, parce que c'était un immense territoire qui était réduit quasiment au seul château, à sa terrasse et à son potager. Voilà. Mais enfin, ici, on parle, à vrai dire, de paysage et de territoire. Les journées d'études qui ont eu lieu ici, c'était les années précédentes, à propos de Notre-Dame. Et à propos de Notre-Dame, et donc les abords de Notre-Dame. Parce que lorsque l'incendie s'est déclaré, à vrai dire très vite, mais je me suis préoccupé de
des abords, à vrai dire. Tandis qu'on avait les yeux rivés sur la question de la flèche, savoir si on allait reconstruire ou pas la flèche à l'identique. Moi, je me préoccupais des abords. Et l'inscription de cet édifice dans le territoire. Et donc, on a eu 2 journées d'études successivement en avril 21 et puis en juin 22 sur la question des abords. Et donc, finalement, ça a donné l'idée à la ville d'organiser une consultation, vous le savez, une consultation qui a été remportée par un paysagiste, Basmet, et qui va, d'ici 2028, réconfigurer les abords de cette cathédrale. Donc, les journées qu'on fait ici, à vrai dire, peuvent avoir des retombées donc, dans le champ pratique. Et donc, voilà. Puisque, à vrai dire, c'est une préoccupation qui est très ancienne chez moi. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'architecture nobiliaire, notamment les hôtels parisiens. Et chaque fois que je constatais des transformations d'hôtels aristocratiques, par exemple l'hôtel de Saint-Aignan, le musée d'histoire et d'art et d'histoire du judaïsme, ou bien le musée de la chasse, par exemple, voyez-vous, voilà des édifices dans lesquels les architectes ont complètement oublié la question de l'inscription d'édifices dans son site. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme, par exemple, la grande salle au premier étage, eh bien, toutes les fenêtres sont occultées, on ne voit même pas qu'il y a un jardin. On se promène d'un bout à l'autre dans cet hôtel sans se rendre compte qu'il y a un côté jardin, un côté cour. Et donc, c'est une préoccupation qui est très, voilà, qui est très, et donc, et du reste, quand j'avais visité le château de Prangin, au début de sa reconversion, j'avais été très étonné de voir que le grand salon, qui est au centre de la façade et qui domine le lac, eh bien, avait toutes les fenêtres occultées. Et donc, j'avais fait l'amical reproche à Hélène Bierry-Thompson, qui depuis a fait en sorte qu'on puisse ouvrir les volets et donc se rendre compte à peu près où on est dans ce château quand on se promène. Voilà. Donc cette question de l'inscription des édifices dans le territoire, dans le paysage, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et donc on verra comment à Villers-Cotterêts, du reste, c'est vrai que quand on se promène dans cette maison de la francophonie et de la langue française, euh, on perd complètement de vue le fait qu'on est dans un château avec une perspective qui fait plusieurs kilomètres de profondeur dans le paysage. Et donc, on nous racontera comment, à vrai dire, cette chose, ce sera un sujet de, voilà, un sujet peut-être de, un peu, comment dirais-je, de litige avec la maîtrise d'ouvrage, avec l'architecte en chef qui viendra, ils nous raconteront cette histoire et comment ils ont adapté ce château à ces conditions nouvelles. Alors, Est-ce que je fais la minute institutionnelle pour les gens qui sont en ligne ou qui ne connaissent pas le Master Jardin Historique et pourquoi nous organisons cette journée en commun? C'est un héritage. Le Master a très longtemps, Master Jardin Historique, Patrimoine, Paysage, donc porté par l'École d'architecture de Versailles, a très longtemps été habilité par l'Université Paris 1 et son département d'histoire de l'art. Et nous avions commencé à cette époque-là à faire des journées en commun, une journée en commun pour les étudiants communs de Jean-François Cabestan et les nôtres. Le rattachement de l'école d'architecture est maintenant fait avec un département de géographie à l'université de Cergy, notamment pour des questions de politique de site plus globalement et d'école universitaire de recherche. Et avec laquelle nous collaborons et organisons aussi des journées en commun. Mais nous avons tenu à maintenir cette journée commune parce qu'elle nous permet on a toute la tendance. Elle nous permet de creuser précisément cette question du rapport entre une histoire de l'architecture et une histoire des paysages, pour ce qui est de la dimension historique, mais de manière beaucoup plus opérationnelle, de penser la façon dont ces monuments historiques dialoguent et peuvent, dans leur logique propre, nourrir un projet intéressant, que cette relation soit encore très présente ou qu'elle soit assez ténue. De toute façon, c'est toujours intéressant. Nous avons donc organisé successivement une journée sur les jardins d'architectes. Nous avons organisé une journée sur la restauration et l'authenticité. Et j'ai oublié toutes les autres, mais ça fait à peu près 10 ans que ces journées ont lieu et il y en a quelques-uns qui sont fidèles. Voilà pour l'explication de cette organisation par nos 2 laboratoires, celui de l'École d'architecture de Versailles, le LEAV, et celui de Paris 1, IXA. oui, Voilà. parce que j'ai un séminaire de M1, un master, qui est enjeu historique du patrimoine bâti et paysager. Et j'insiste beaucoup sur cette dimension vraiment paysagère, puisque ça fait partie vraiment des credos les plus... C'est du reste, à vrai dire, c'est contamination de JHPP sur Paris 1.